Affinité élective, une émission de Francesca Isidori. Elle court, sa poésie, elle file, elle fuit, jamais à bout de souffle, agile, mobile, versatile, un poisson dans la rivière, un lapin dans la prairie, une langue de feu follet, elle chope, elle brasse, elle liquide, elle enjambe, elle effleure, elle touche, elle fait mouche, elle a de quoi faire un mur, elle fait le mur, dégage, effeuillage, corsaire, sans corset, et dans le plus simple appareil, même les rectangles n'ont pas d'angle, elle s'offre la formule flirt. Personne n'aurait l'idée de jeter Suzanne et l'eau de son bain. Les affinités électives d'Anne, Portugal. Bonsoir Anne, Portugal. Bonsoir. Marc-Antoine Charpentier, La descente d'Orphée aux enfers, Les arts florissants, William Christie. Demeure toujours avec nous, charmante impression. Alors, évidemment, j'aurais pu convoquer tous les Orphées. Difficile de choisir entre Monteverdi, Gluck et Charpentier. Mais si je me suis arrêtée à Charpentier, c'est précisément parce que, en particulier dans ce morceau, on entend la difficulté de placer la voix française dans la musique. Ce qui est assez rare, on a beaucoup d'opéras français, mais à chaque fois j'aime entendre au fond la langue française comme une langue étrangère. Et même là, les chanteurs peuvent être anglais ou français, mais on sent que la langue est difficile à placer, difficile à faire passer. Et au fond, c'est une chose qui est le projet du poète par excellence. Donc c'est pas tant par le thème d'Orphée, évidemment, le poète tralala, mais c'est surtout cette qualité délicate du français, en toutes circonstances. Délicate au sens de difficile. Au sens de difficile. Et en plus, évidemment, cet Orphée ne fait que descendre, puisque l'opéra de Charpentier s'arrête là, il ne remonte pas. Donc ça aussi, ça m'intéresse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de salvation, il n'y a même pas d'espoir possible, sinon justement d'entrer au plus profond de la langue. Anne Portugal, on va avec vous entrer, je l'espère, au plus profond de la langue et de votre langue de poète, mais j'aimerais auparavant que vous regardiez, vous avez une minuscule photo, je sais que vous avez eu du mal peut-être à la trouver, mais en la cherchant pour vous, je me suis rendu compte qu'au fond, j'avais pas de. Vous m'aviez demandé une photo d'adolescence, et je me suis rendu compte que j'avais des photos d'enfants et des photos à partir de 20 ans, mais que l'adolescence était absente. Là, c'est une photo de petite fille. Je suis dans un paysage inconnu. Pour une bonne raison, c'est que c'est lors d'un voyage avec les parents qu'on faisait abondamment. Et on voit donc une petite fille à lunettes, en jean, avec des sandales, sur une couverture grise et blanc, je le sais, qu'elle est grise et blanc. Et moi, je regarde l'objectif. Ce qu'on voit en premier, donc je suis couchée, adossée accoudée plus exactement. Ce fameux blue jean et petites chaussures en avant, et derrière, dans un autre plan un peu à la Picasso, ma mère, et donc en profil par rapport à moi. Et en la regardant, je comprends combien elle est à la fois un personnage protecteur, puisqu'elle me cale par rapport à l'ensemble du paysage, et combien aussi elle occupe une place mentale, puisque au fond là, elle me ressemble à moi aujourd'hui. Et donc c'est vraiment, c'est par ma mère qu'est arrivée la poésie. Et donc, il m'importait que nous soyons toutes les deux sur la photo. Pour revenir à cette couverture, c'est la couverture des pique-niques. Donc, le pique-nique, c'est quelque chose qu'on va retrouver au fond dans l'écriture, c'est-à-dire
on arrive dans un paysage, on déploie une couverture. Autrement dit, on définit un espace. Et à partir de là, il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose qui n'est pas enfermé. Et c'était ce qui se passait. C'était pour moi les meilleurs moments de cette enfance, c'est-à-dire c'était d'être dehors, mais à condition qu'on délimite un espace. Et que dans cet espace, des choses... tout soit possible, y compris justement la récupération de tout ce qui advient, mais la nécessité de définir un domaine. Anne Portugal, vous venez de parler d'un paysage qui est un paysage inconnu, plus de cette photo. Je sais que vous êtes née à Angers. C'est à peu près tout ce que je sais, parce que votre biographie sur le site de votre éditeur POL est vraiment des plus succinctes. Née à Angers. Est-ce que les paysages de votre enfance, cette fameuse légendaire douceur angevine, les lumières de votre pays, est-ce qu'elles vous ont marqué? Est-ce qu'elles sont encore là quand vous écrivez? On aura évidemment l'occasion de parler de ces paysages qui sont présents dans votre écriture, sans qu'on puisse évidemment les identifier. Mais je me demandais si quelque chose était resté de... Ce qui est sûr, c'est que... Enfin, c'est pas du tout une question de paysage. C'est que j'ai habité ce pays par l'intermédiaire de ces poètes. C'est-à-dire, j'étais au lycée Joachim du Bellay. Dès que, en classe, j'entendais parler de Ronsard, etc., je savais que j'étais dans leur pays, à quelques kilomètres d'eux. Et au fond, ce qui s'est constitué, pour moi, c'est un pays de poésie. Parce que, bon, les paysages de Loire, pas vraiment. On verra tout à l'heure que ce que j'aime, c'est la mer, c'est nager, c'est les bords de mer. Mais il est vrai que j'ai toujours eu le sentiment, enfant, d'habiter dans le XVIe siècle. De plus, les maisons dans lesquelles j'allais ou dans lesquelles on habitait étaient marquées par la pierre, le tuffeau. Et il me semble que je me suis construit une sorte de légende du XVIe siècle qui m'a parfaitement convenu. C'est pas un paysage réel, c'est vraiment un paysage littéraire dans lequel il me semble que j'ai vécu. Et est-ce que dans ces années d'enfance, d'adolescence, est-ce que la lecture tenait une grande place dans votre vie? Il y avait cet imaginaire, évidemment, qui était lié à la présence de ces poètes. Mais est-ce que vous étiez une lectrice assidue? Et qu'est-ce que vous lisiez? Et comment vous lisiez? Alors, j'ai été presque précédée par la lecture, parce que pour revenir à ma mère, dès l'enfance, enfin dès les premiers mois, ma mère connaissait la poésie française par cœur. Donc il n'y avait pas un seul geste de notre vie d'enfant qui ne soit accompagné de vers. C'est-à-dire, si elle venait nous chercher le matin, c'était la terre et le tapis de tes beaux pieds d'enfant. Dès qu'on commençait à manger, c'est sur un tapis de Turquie, le couvert se trouve ami. Si on était un peu triste, c'est cet animal est triste et la crainte le ronge. Donc, de même que le paysage du XVIe, j'ai habité d'abord dans les vers. Et le réel est venu après. Et d'où est née votre mère cette passion? D'un goût absolument personnel, et elle apprenait la poésie par cœur. Et l'écriture, comment est-elle entrée dans votre vie? Est-ce que vous vous souvenez du tout début? Est-ce que c'est un début précoce? Est-ce que c'est... étonnamment, sans que je comprenne pourquoi, alors que mon frère... avait des images de jazz dans sa chambre. Moi, j'avais mis le poster de Paul Valéry. Et puis, je me souviens d'avoir dit que, au fond, ce que je voulais, c'était écrire. Mais c'était comme une sorte de prédestination. Et quand avez-vous réellement commencé à écrire? Beaucoup plus tard, à ce moment-là Alors, dans les années d'arrivée à Paris, je suis passée d'abord par Nantes. Et puis, l'université était faible, c'était les années de prépa. Et à ce moment-là, 68 est arrivé.
et m'a emportée à Nantes parce que en prépa, on s'est mis à lire Méchenique pour la poétique. Et une amie qui me l'avait donc fait connaître a décidé qu'on ne pouvait pas ne pas aller travailler avec Méchenique. Et c'est comme ça que vous êtes arrivée à Paris 8. Oui, à Paris 8, Vincennes, dans les années folles, si je puis dire. Et à ce moment-là, vous aviez déjà écrit ? À ce moment-là, je sens que vous avez une réticence à avouer quels étaient vos premiers non, vers. Mais curieusement, j'ai du mal à le définir moi-même. Parce que j'écrivais, oui. J'ai suivi passionnément à ce moment-là les cours de Méchenique, qui à ce moment-là a tout effacé de ce que je pensais être la poésie. C'est-à-dire, il a eu un rôle dévastateur au très grand sens du terme. C'est-à-dire qu'il était d'une violence et d'une rigueur extrême. Et du coup, en fait, c'est sans doute pour ça que je ne me souviens pas des premiers écrits, parce que je pense que je les lui cachais. Et il a fallu, en fait, une sorte de divorce d'avec Méchenique. À ce moment-là, Méchenique attaquait, au fond, toute la poésie contemporaine. Et moi, j'étais vraiment son disciple. Et je ne sais pas comment j'ai pu passer à l'ennemi aussi facilement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que dans le même temps que j'étais avec lui, au fond, j'écrivais déjà du côté de tous ceux qu'il détestait. Et alors, avec quel, disons, de quel bois poétique vous chauffez-vous, vous chauffiez-vous à l'époque ? Alors, c'était la grande découverte, ce fut Roubaud. Ce fut Jacques Roubaud, donc qui, d'une certaine façon, a tout déclenché. Et puis aussi, mais justement, ce discours de Méchenique qui tout d'un coup a coupé, au fond, tous les effets tristounés d'un mauvais lyrisme. Donc, je cherchais un moyen, et une première sortie, ça a été de prendre les textes de Dumarsais, les figures de style, et puis j'ai fait au fond un travail de cut-up et d'adossement à Dumarsais. Et ça a été le premier travail qui, paradoxalement, a été préfacé par Méchenique lui-même. Anne Portugal, et avec quel poète aujourd'hui trouvez-vous des affinités ? Quels sont les poètes d'aujourd'hui qui vous importent, qui vous importent et qui vous transportent ? Mais, il y a un avant et un après, si je puis dire. Quand je suis arrivée à Paris, au fond, j'ai trouvé des maîtres, des aînés, au sens de tous les tenants qui étaient à ce moment-là ce qu'on appelait la poésie blanche. Alors, je pense par exemple à Claude Royer-Journoux, et puis beaucoup Emmanuel Aucard, que j'ai beaucoup rencontré par le jeu de Royaumont et le jeu des traductions américaines. Donc là, il y a eu... Parce que vous-même, vous traduisez parce que, la donc, poésie américaine. J'étais invitée donc, à ces séances de traduction collective. Et donc, c'est ça qui a fait le désengagement essentiel. C'est-à-dire que Aucard et Royer-Journoux ont fait le détour par les États-Unis, par les objectivistes, par les language poets, que je ne connaissais évidemment pas du tout. Et tout à coup... toute la queue de comète du surréalisme dans laquelle j'avais été élevée a été comme lessivée, avec terreur d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt au départ prête à écrire en post-surréalisante, ce que j'ai sans doute fait et ce qui n'est pas toujours si facile que ça à effacer. Mais donc, ces grands maîtres-là qui m'ont impressionné, fait peur, m'ont collé comme une sorte d'armure. Et donc, j'ai intégré une série d'interdictions qui m'ont fait le plus grand bien. Donc ça, c'est les aînés.
J'ai donc travaillé. J'ai à ce moment-là sorti 2 livres, Les commodités d'une banquette et De quoi faire un mur. Et puis après, par le jeu de l'histoire, j'ai retrouvé des plus jeunes, c'est-à-dire des gens comme Pierre Alféry, Olivier Cadiot, Pascal Monnier, qui là ont trouvé le deuxième clic, au fond, pour désengager la poésie de ces entêtements malheureux. Sauf que ce deuxième clic fut joyeux. Alors que, donc, ils me font autant peur par leur qualité et par l'admiration que je leur porte. Mais c'est vrai que du coup, je me suis sentie plus portée, plus... Enfin, il m'a semblé que les voix étaient plus légères. Tu penses que je vais mourir? Tu penses que je disais qu'on le reste? Arnaud, je veux nager en Portugal. Alors voilà le deuxième ingrédient absolument indispensable, c'est-à-dire, au fond, l'énergie. Et ce que Michonic appelait mon côté nature, au fond, qui, je pense, ne lui plaisait pas du tout. Mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'après cette phase de torsion de moi-même, qui a un tempérament sans doute plutôt baroque, j'ai admis que le moteur, au fond de l'écriture, pour moi, c'était quelque chose de très énergétique, qui entrait dans le rythme, qui entrait dans la plénitude du vers, qui créait de l'entraînement. Et c'est là-dessus que je me suis mise à travailler. Et très physique, vous dites, dans la poésie, il faut casser la notion de sacré, les yeux en l'air, du sujet élevé, de beauté des phrases. Tout cela est figé, ce sont des vieux concepts. Pour moi, la poésie est un laboratoire de langue. Elle est surtout un rythme et non du sens. Elle est avant tout physique, elle n'a rien à voir avec la littérature. Alors, c'est peut-être, je ne sais pas si vous vous reconnaissez à 100% dans cette déclaration qui est pourtant la vôtre, mais j'aimerais juste vous questionner à partir de cette citation, surtout un rythme et non du sens. Est-ce que ça veut dire du rythme et du non-sens ? Alors, ce que j'enlèverais quand même dans cette vieille citation, c'est n'a rien à voir avec la littérature, que je ne redirai absolument pas aujourd'hui. Bon, ben voilà, j'efface. Voilà, mais pour le reste, oui. Non, la question du sens, c'est-à-dire que au fond, c'est la forme énergétique d'un vers, l'obsession de la syntaxe qui va créer non pas du sens, mais qui contribue en fait, à déloger un sens qui voudrait s'installer. C'est-à-dire l'obsession qui est la mienne, alors là, pour le coup, c'est très physique et très vécu, c'est que j'ai une terreur absolue des discours constitués. Que ce soit le discours universitaire, les discours journalistiques, enfin tout ce qui nous entoure en permanence, c'est quelque chose qui m'empêche de respirer. Donc au fond, la poésie, c'est une sorte de lieu qui va faire une percée au sens propre et qui va aller bouger tout cela par en dessous, par-dessus, après tout, pourquoi pas, ces histoires d'élévation, c'est pas si grave que ça, mais l'important, c'est surtout de déloger le sens dès qu'il contribuerait à, au fond, faire un kyste. Et c'est un danger permanent de la poésie en général, c'est-à-dire que tous ces gens-là que j'ai nommés ont fait un travail de titan pour justement prendre la poésie là où elle était arrivée après-guerre et pour la porter ailleurs. Et en fait, on se rend compte que si on n'y prend pas garde, tout ça peut se refermer extrêmement vite. Donc moi, c'est un travail de sape permanent qui est là pour que ça bouge. Anne Portugal, le plus simple appareil, c'est un livre que vous avez publié en 92, qui commence
à peu près avec cette phrase. Vous connaissez bien la peinture, vous. Le plus simple appareil, c'est Suzanne Aubin, c'est l'épisode biblique du livre de Daniel, c'est le sujet de tableaux de Tintoret, de Rembrandt, de Véronèse et même de Manet, bien que l'allusion ne soit pas, l'allusion à Suzanne ne soit pas explicite, mais son tableau La Nymphe surprise s'inspire du thème traité avant lui par Tintoret et Rembrandt. Donc c'est la chaste Suzanne épiée, convoitée dans sa nudité par deux vieillards qui la désirent et qui vont l'accuser. Une histoire de voyeurisme, de regard mis en abîme, comme on disait à une époque. Regard des vieillards, regard des spectateurs du tableau et regard du peintre sur la peinture elle-même. Alors, dans votre livre, le regard est très présent. Il y a l'œil du matou, n'expose pas ta mort, crache à l'œil, le périscope, qui est cet instrument d'optique pour l'observation d'un objet distant qui permet de le voir sans être vu de celui-ci, donc le voyeurisme encore. Et la tentation est grande, évidemment, de transposer et de dire regard du poète sur la poésie elle-même, sur cette Suzanne, ma Suzanne, qui entre de dos, qui entre de dos dans le livre, dans le tableau, dans le poème, charnel, un corps avant tout. Et voilà. Est-ce que cette lecture de Suzanne, poésie, poème, est une lecture qui vous semble pertinente ou est-ce que ce n'est pas un souci pour vous de réfléchir à l'intérieur de votre poème à la poésie elle-même ? Si, bien entendu. Enfin, je dirais même que c'est mon obsession. En fait, je crois qu'il n'y a pas un seul livre qui ne soit, au fond, un livre sur des questions poétiques. Donc, le plus simple appareil, on voit bien le double jeu, c'est-à-dire que, bon, la nudité, bien sûr, mais le plus simple appareil, c'est évidemment la poésie qui va précisément bouger, comme ça, la langue pour ne jamais la laisser en repos. Et il est vrai qu'on peut... je l'ai eu, à ce moment-là, c'était la question de s'exposer au fond dans la langue. Qu'est-ce que c'est que... En fait, quand on publie, il y a une exposition, d'où l'idée du tableau. Et l'affaire des vieillards n'est pas rien non plus, parce que précisément, il me semble que tout le monde désire la poésie, adore la poésie, veut de la poésie, mais au fond, qu'on la regarde toujours avec un œil de vieillard. Et que quand on la présente dans sa modernité, tout le monde s'en détourne. Alors, justement, c'est une question importante, celle de la poésie qui intimide, de la poésie qui est considérée comme distante, comme retirée, de la poésie difficile, de la poésie illisible. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez répondre à ces craintes des lecteurs qui se détournent de la poésie? Quelle est, à votre avis, sa place, son existence, sa réception dans notre temps? C'est-à-dire qu'historiquement, il s'est vraiment passé un phénomène de rupture indispensable. C'est-à-dire que donc, toute la poésie de laquelle je participe, enfin, donc, de ce qui s'est passé à partir des années 80, justement, il y avait un tel assaut, il y avait un tel reliquat d'une poésie soit élevée, revenons-y, soit engagée, mais qui du coup était mal engagée puisque ça sortait de la guerre et que nous n'y étions plus, soit donc post-surréalisante. Et il y avait vraiment un travail à effectuer. Et donc, il me semble, enfin, c'est une image, qu'à ce moment-là, les poètes se sont constitués comme une sorte, effectivement, de laboratoire. Il a fallu, bon, c'est le principe de la poésie blanche. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti le poème du lyrisme, de la métaphore, et ils l'ont cadré sur la page. Bon, c'est un acte qui n'est pas dramatique, mais qui l'a été pour le lectorat, qui a cru qu'on leur retirait la poésie. Et donc, ils n'ont plus voulu voir ce qui s'y passait. Et c'est vrai qu'il y a eu une sorte de moment où il fallait que je le pense comme ça, que les poètes travaillent, au fond, tranquillement,
sans justement que la question de la réception soit posée pour que le travail soit opéré. Alors évidemment, pendant un moment, c'est un effet au fond de stand-by, le temps a passé, et aujourd'hui, personne ne veut plus aller y regarder alors que c'est d'une simplicité et le retour, l'adresse et le retour de l'adresse est revenu, est là. Mais il y a eu un moment d'intimidation qui perdure dans l'esprit qui perdure dans l'esprit, mais qui n'est plus du tout dans les textes, qui sont profondément, au contraire... justement, dans leur plus simple appareil. Oui, ouverts, qui ne parlent que de notre modernité, qui, au fond, présente les choses. Simplement, la présentation en est totalement changée. Au fond, c'est un petit peu comme avec la peinture contemporaine. Donc, on demande aujourd'hui à la poésie des structures ou des propositions qu'elle ne donnera pas puisque les temps ont changé. Et il me semble que la boucle a été opérée, mais c'est vrai que les lecteurs ne veulent pas y revenir. Ou alors ils veulent des explications. Anne Portugal, quand vous écrivez « Essayons maintenant de limiter Suzanne à un rectangle », c'est cette page dont vous parliez tout à l'heure. La page du poème, la page de l'écriture, cette page qui n'est pas la représentation d'une scène précisément ou d'un récit, mais cet espace où tout arrive, comme dirait Dominique Fourcade. Cet espace où tout peut arriver. C'est-à-dire que là, c'est pareil, c'est comment faire pour accommoder les choses, sinon justement, on revient à la couverture du pique-nique, hein, sinon s'installer. Oui. Donc, on connaît très bien le mot de dispositif, par exemple, en peinture contemporaine, qui paraît extraordinairement banal. Et en fait, en poésie, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les poètes, pour retrouver un moteur, pour retrouver une façon d'accommoder les effets sonores, fabriquent des dispositifs. Et c'est ces dispositifs qu'il faut bien entendre et bien comprendre. Et à partir du moment où on les a admis, je pense par exemple à Olivier Cadiot. Par exemple, le dispositif majeur, c'est Robinson sur son île. C'est-à-dire la poésie a fait naufrage. Et donc, on va s'installer sur une île. On est tout seul, on a une boîte à outils et on recommence tout à zéro. Voilà le dispositif. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est magnifique. Steve Reich, en Portugal, Bikini. Alors là, c'est l'idéal absolu de ce qu'on peut imaginer pour le vers. C'est-à-dire qu'on a entendu cette musique sursaturée de son. C'est-à-dire que, voilà, dans les principes d'énergie, moi j'adore essayer de gonfler à bloc un vers pour voir jusqu'où il va résister, jusqu'où il ne va pas craquer. Et donc ça, Steve Reich le fait de façon permanente et magnifique.
En fait, Definitive Bob, c'est un livre où les régimes de moteur sont tentés soit en ralenti, soit précisément en gonflant le verre. C'est-à-dire que dans le livre qui est en 24 chapitres, autrement dit 24 heures de la vie d'un homme, Bob. Au départ, il a énormément d'énergie et je fais du verre ralenti, puis moins il a de respiration, plus je lui demande des choses, je demande au verre, et donc à ce petit personnage Bob, d'exécuter des choses en manque total de respiration, avec l'idée, évidemment, que jamais il ne reprendra de force. Et donc, c'est pour ça que j'aime particulièrement ce morceau. En plus, un effet de langage inouï, c'est qu'on est à bikini. Beaucoup de mes livres sont autour de la nage. Il y a même un texte qui s'appelle « Et les gens contents de se baigner ». Et curieusement, cette nage est assortie de la bombe la plus extrême. Et je trouve que c'est une formidable définition, justement, de comment travailler un texte. C'est-à-dire, il y a un effet de légèreté, bikini, qui a été associé au maillot de bain, évidemment, et donc presque kitsch. Et l'idée que dans tout poème, on doit installer un dispositif à retardement, on doit créer cet effet de légèreté absolue et même de désinvolture, mais il faut qu'une bombe y soit présente pour que tout l'effet soit défait à la fin du poème pour que ça puisse recommencer. Donc c'est vraiment des principes de moteur, des principes mécaniques, et donc cette musique, c'est exactement ça. Et justement, c'est pour ça qu'on retrouve ces mots d'appareil, de mécanique. On est à l'opposé d'une poétique du mystère, à la Mallarmé, disons, ou de formules, on verra. Et Anne Portugal, comment vous ajustez juste le rythme, le souffle? Comment le rythme s'écrit sur la page? Comment vous respirez? Comment vous écrivez? Mais justement, il faut que... D'abord, c'est pas vers par vers. C'est-à-dire, vous parliez de Mallarmé. Je n'arrive pas à l'oublier. Et donc, je reste sur sa formule, alors si je puis dire, syntaxique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de poésie contemporaine aujourd'hui qui travaille sur la simplification de la syntaxe, d'où d'ailleurs qu'il devrait rencontrer ses lecteurs. Mais moi, je suis très attachée à la syntaxe longue parce que, précisément, plus c'est long, plus c'est là que vont s'établir les principes de moteur, de frein, d'accélération. Il faut qu'il y ait un très long engagement dans la langue pour que tout ça puisse se mettre en place. Et c'est ça le bonheur, quand même, du travail. Anne Portugal, la formule flirt, c'est le titre de votre dernier livre, paru chez POL, comme bon nombre de vos livres. Des textes en face à face, en vis-à-vis, en regard. Quand le livre est fermé, on peut dire qu'il se touche, sans se mélanger, forcément. Enfin, on ne sait pas ce qui se passe quand un livre est fermé. Et quand le livre est ouvert, il se frôle, il se regarde. Et c'est ça le flirt. Le flirt, c'est un commencement qui n'en finit pas de commencer. Et qui n'a surtout pas la bêtise de vouloir conclure. C'est la formule du désir. Et pour écrire, il faut faire courir le désir. D'où l'idée d'avoir à toujours le rejouer. Alors évidemment, c'est aussi un clin d'œil par rapport au poème d'amour, qui est un endroit quasiment inattaquable, auquel personne n'ose plus s'affronter. Enfin, sauf des gens comme Pierre Alféry qui font de merveilleux poèmes d'amour. Mais enfin, c'est un des lieux les plus beaux qu'on a complètement laissé tomber. C'était presque un sujet interdit. Donc, et pourquoi, à votre avis? Précisément parce que c'est la question du lyrisme qui est en jeu. Donc, avant de pouvoir l'aborder, il fallait faire tout ce travail de lessivage à l'eau de Javel pour
pouvoir enfin y revenir. Donc là, vous voyez que j'y reviens, mais sur la pointe des pieds. C'est un livre extrêmement court. Au fond, c'est comme un peu un livret d'opéra. C'est-à-dire, on a toutes les dispositions de l'amour, bonheur, rencontre, tristesse, très abstrait. Je voulais faire un petit peu comme la belle meunière, au fond, hein, pour que ça soit... Schubert, donc. Schubert, voilà, c'est ça, pour que ça soit surtout effleuré, hein, parce que la question de la poésie, c'est comment ne pas y toucher. D'ailleurs, il y a dans ce livre, dans ce vis-à-vis, dans ces effleurements, comme un jeu de balançoire, enfin d'escarpolette. Si on pense à Fragonard, ce serait plutôt Jane et Tarzan, chacun sur sa liane. Mais enfin, ce jeu de contact intermittent. Voilà, de rapprochement et d'éloignement. C'est la question du sens. De comment advient le sens en poésie. C'est justement par cet entrechoquement, mais qui doit être extraordinairement subtil, d'où la difficulté, de plus en plus grande au fur et à mesure qu'on travaille, de juste ce frôlement, effectivement, de la liane de Tarzan et de Jane, avec l'idée de ne surtout pas s'y rencontrer parce que tout s'arrêterait. Il m'a semblé, en lisant ce dernier livre, La formule flirt, il m'a semblé que quelque chose devenait un peu plus grave dans votre écriture. En vous présentant, j'ai insisté sur le côté vitesse, accélération, course, et cette poésie qui file et qu'on n'arrive pas à attraper, et qui est toujours, qu'il y a toujours une longueur d'avance par rapport au lecteur. Pas dans la compréhension, puisque vous dites que, au fond, il faut se laisser aller à une sorte d'anti-lecture. Mais voilà, j'insistais sur ce côté extrêmement volubile, versatile et extrêmement élégant en même temps. Et là, j'ai l'impression que l'élégance reste, mais que le ton se fait plus grave. Pendant que je l'écrivais, ça aurait pu s'appeler Le bonheur des enfers, pour revenir au Charpentier. Oui. C'est certainement un livre hanté par la mort, mais justement qui tourne autour comme une danse de mort pour vraiment avoir l'air de ne pas y toucher. Donc si vous l'avez entendu... Pourtant je pense que le lecteur est touché par quelque chose qui est de l'ordre de l'absence. Quelque chose qui s'adresserait à quelqu'un qui n'est plus là. Vous voulez bien nous lire un extrait de La formule flirt ? L'exercice simple à son fiancé, à son nouvel, l'appartement d'éther peut pas sonner le triomphe lys blanc, où le ranger l'adresse égare tout corps voisin du sien. Avoir vu sa créature à l'intérieur d'un format, elle était, on l'a refait à la sphère plus qu'à la première, dans les fils, et qu'il est né dedans, tenu de tout à l'heure. Toi, brother, pour gagner la ville, des roses initiales à ton nom, mets des lèvres à la belle meunière, indication de toi, simplement conditionnel, ne pouvant concentrer un tel rôle négocie opium, motion, processus inconscient, dossier, régisseur, et le matériel serait le plus joli, passait dans les veines porches, pressa le cou, s'améliora, vit ce soleil jusqu'à poser devant, épuisé, rouge, volume, refondation, conversa, pensa un peu que tout est résidence, au lieu d'herbe, il y a, en pinçant les lèvres, individu, joli dauphin pointu, qui rentre à la maison. Absolument enchanté, sincérité, tout à fait, l'adhésion sur son chemin, le grandissant, le succédant trottoir devenait lieu à l'existence humaine, l'échantillon sur un papier, l'échange à son ami sauvage contre l'existence, on le relevait est un modèle, sur le canapé touche la rosée, un dispositif frais d'aucun projet qui tienne le geste pour un dépassement stupéfiant qui ne sera jamais un corps. La ronde nous réunit, figuration bonne exposée, passe au rouge à son trait vif,
Et sa résolution, tu devrais être reine, t'en aller chez des gens bizarres et nos actes, reprenant des épaules sur une petite assiette, sont étendus. Et le bras qui était venu à ton aide, enfance ici, l'inverse équipe. Que les reproches s'adressent à lui, son chariot enfantin, l'air hin prend des kilomètres, ce qui est liquidé qu'on pourrait pour cela. C'est là-haut, en prairie, plaçant le jour, son coin contraire, nous mélanger tout le poids, la qualité, tiens, nous voilà dans votre camp. Catonoma, John and Mary, c'est Rodolphe Burger, en Portugal, avec qui vous avez travaillé. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Évidemment, je n'ai pas eu le temps de parler avec vous de l'enjambement, qui est l'un des procédés rythmiques que vous utilisez dans votre poésie, ce rejet au vers suivant d'un ou plusieurs mots qui fait porter le sens sur deux vers et rend la lecture du deuxième vers nécessaire pour la compréhension du premier, et puis aussi du contre-pied. Et alors, j'ai trouvé cette définition donc du rejet, du contre-pied, tout ça, c'est des termes je parle sous votre contrôle. Et j'ai trouvé cette définition du contre-pied, terme de chasse, voie que la bête a suivie et que les chiens, se trompant, prennent au lieu de la voie que la bête continue. Oui, c'est une définition que je prendrais volontiers, que je pourrais rapprocher du procédé d'Hitchcock qu'il appelle le MacGuffin. Mmh. C'est-à-dire que précisément pour le lecteur, qui donc est invité, qui est là, quoi qu'il en pense, on installe un principe de récit. C'est vrai dans Définitive Bob, où il y a une apparence de vie qui se déroule. C'est vrai dans la formule Flirt, où il y a une apparence d'événement qui se déroule. Donc, c'est le leur, au fond. Et du coup, à partir du moment où le lecteur est installé sur ce leur bienheureux, du coup, on peut faire fonctionner la poésie à plein, presque sans qu'il s'en aperçoive. Et il l'a par surcroît. Merci Anne Portugal, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle le titre de votre dernier livre paru chez POL, La formule Flirt. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Affinité élective, une émission de Francesca Isidori, à la technique Antoine Viossa, réalisation Vincent Abouchard, attaché d'émission Pascal Dacibat, une émission que vous pouvez écouter ou réécouter sur le site franceculture.com. Merci à tous.